Le savoir est une arme, d'instruction massive. Y'a le savoir qui est une arme, car son mot t'enfla dans les livres. J'espère que cette vidéo en drone vous a plu. Vous pouvez la comparer avec les autres vidéos en drone qu'on vous retrouverez sur la chaîne pour voir un peu l'évolution. Donc c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps, ça nous remonte un peu le moral quand on se dit qu'on n'avance pas assez vite et on se dit qu'en fait ça va. Voilà, et voilà. Désolé pour la qualité aussi de la vidéo du drone. Il a 4 ans et en 4 ans c'était un drone à moins de 200 balles et en 4 ans il a perdu complètement de sa superbe et la qualité d'image est de moins en moins bonne. En tout cas voilà, en tout cas bonjour à tout le monde, voilà, petit feu, calé, on est bien, c'est la grande mode des bilans, tout le monde y va de son petit bilan en ce moment, et vu que je suis quelqu'un d'excessivement original, on va faire pareil, on va faire notre bilan des 2 ans et demi. Donc nous on s'est décidé à faire un vrai bilan sur le lieu, au niveau de l'équipe, au bout de 3 ans, parce qu'on a estimé qu'au bout de 3 ans ça nous permettait un peu d'évaluer ce qu'on avait mis en place, mais en tout cas voilà, on peut déjà tirer un bilan... un petit bilan, je raconte ma vie, pour vous expliquer un peu où c'est qu'on en est. Donc sur le côté là j'ai mis l'ordinateur, je sais pas si ça fait peut-être des reflets dans les lunettes et tout, mais on s'en fout. De façon un peu à pas oublier un sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je rappelle qu'on est présent sur le Discord, donc du réseau Autonomie. Un lien dans la description en bas, abonnez-vous, blablabla, blablabla, tout ça c'est fait. De façon à créer un peu une communauté autour de l'autonomie, une communauté active de gens actifs qui font des choses, ou qui veulent faire des choses, ou qui veulent apprendre des choses. Voilà, c'est un peu l'idée notre idée de l'autonomie, de la chaîne Autonomie et de notre participation au Discord. Donc, le bilan, on va commencer par les besoins primaires, c'est ce que j'ai noté. Donc comment on a répondu à se loger, se vêtir, avoir de l'électricité, avoir de l'eau,
Bon, se vêtir, on s'en fout, nous on va au Friperie, voilà, ça c'est dit. Mais en tout cas, déjà, les énergies. On va commencer par là. Alors, l'électricité. L'électricité, nous avions installé au tout début, quand nous avons acheté la maison. Donc, nous avons acheté la maison cash, 20 000 euros. Et hors frais d'agence. Frais de notaire plutôt. 23 000 en tout. Et c'était nos économies. Donc, nous vivions avant cela en bateau. Donc, le temps de vendre le bateau, il s'avérait qu'on n'avait aucune thune. Donc nous avions juste installé au départ, puisque la maison était raccordée et raccordable à l'électricité et à l'eau, nous avions pris au début un abonnement électrique. Et nous avions installé 2 petits panneaux solaires avec un simple régulateur et 2 petites batteries acides à décharge lente et profonde, de façon à avoir l'électricité de la maison en 12 volts, puisqu'il s'avérait que de toute façon derrière on aurait un système solaire qui serait certainement en 48 volts, et du coup ça a été le cas, et que du coup retransformer pour faire du 12 volts pour faire l'éclairage nous semblait ridicule, donc on avait un peu de sous, on s'était mis là-dedans. Une fois que le bateau a été vendu, on a pu investir dans notre vrai système solaire, qu'on a pu installer en même temps qu'on installait donc la serre bioclimatique devant la maison, et on a donc acheté 10 panneaux solaires de 300 watts à peu près, et une vingtaine de batteries acides, des charges longues et profondes. Grave erreur, elles n'ont pas tenu énormément, on a eu très vite une baisse, voilà, donc c'était pas morte, mais au bout d'1 an et demi à peu près, on a eu une baisse plus que considérable des capacités de charge. On a donc décidé de passer en Pylon Tech, comme beaucoup de gens, et puis bon, Pylon Tech devenant quand même plus abordable. On a investi l'hiver dernier dans 2 batteries Pylon Tech, ce qui ne couvre pas nos besoins, ce n'est pas suffisant pour nous, mais ça nous a permis de sortir des batteries qui ne faisaient plus rien derrière en acide. Et voilà, sachant que l'année dernière en hiver, au mois de janvier, on a eu une grosse période de crise électrique, puisque suite à un défaut sur un des onduleurs, onduleur hybride, WKS, on a eu notre générateur qu'on mettait en secours qui cramait. Donc Agri Partner ou Agri Euro, je ne sais plus lequel, nous a renvoyé la pièce, on a négocié avec eux, super bon relationnel, je ne sais plus c'était quelle boîte exactement, je ne vais pas te dire de bêtises, mais super classe, vraiment super classe sur les pièces. Mais il s'avère que la pièce réchauffait derrière, donc le problème n'est pas de là, et en fait il y avait un défaut, très léger défaut de masse sur l'onduleur, qui fait que c'était pas possible. Donc on a réussi à régler ça et compagnie. Il a fini par nous lâcher quand même derrière, puisqu'un condensateur a cramé. Et j'ai dû recommander un onduleur hybride, ce qui nous a permis d'ailleurs de tenir 2 semaines. 2 semaines sans électricité du tout, voire 3 semaines, un peu plus de 2 semaines, ouais, ça c'est sûr, plus de 2 semaines. Ce qui nous a permis de tester nos systèmes d'habitation sans électricité du tout. Et ça l'a fait. Ça l'a fait puisque notre eau, on pouvait remplir de l'eau filtrée par gravité. Que le frigo, on s'en passait très bien. Juste le congélateur qu'on a déplacé chez les voisins. Puisqu'une partie de la production qu'on a en viande, on la congèle pour avoir des ouas entières par exemple, ou des canards, des rôtis, tout ce qui est beau bout de viande, voilà, qu'on se garde. Sinon on fait aussi des rôtis en bocaux, on dépece, on mange beaucoup tout ça, mais on aime bien voilà, garder un petit cochon en entier pour pouvoir... hop là, te mets pas en veille sinon je vais te perdu. Pour pouvoir, je sais pas, faire une grillade, ce genre de choses. D'ailleurs on va expérimenter, je pense au printemps, la cuisson préhistorique dans des trous à la pierre. Et ce sera le sujet d'une vidéo. Et je m'éparpille pas mal. Donc voilà, on a pu tenir sans électricité, ça n'a pas été très inconfortable, à part peut-être Netflix le soir entre nous, et Internet, mais en soi, on s'en passait plutôt pas mal. Donc voilà, et du coup, dans la suite de cette coupure d'électricité, est arrivé sur le lieu Mélodie, qui s'est installée en yourte en haut du terrain, pour d'autres raisons que j'expliquerai plus tard, le pourquoi du comment de l'arrivée de Mélodie en yourte sur notre terrain. Et Mélodie fait de la programmation informatique. Donc dans ce cadre-là, elle est autonome en électricité, ne l'intéressait pas du tout. Voilà. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris un abonnement à ce moment-là, parce qu'avant nous n'avions plus du tout d'abonnement. On a repris un abonnement sur lequel on a mis 2 petits compteurs maison. Un compteur qui nous permet de basculer chez Mélodie pour qu'elle puisse payer sa partie de la consommation. Et un autre compteur qui nous permet de nous alimenter en secours quand il est nécessaire. Donc 90% du temps on est sur nos panneaux solaires et même un peu moins que 10% restant on va utiliser
on va utiliser le réseau. C'est une sécurité, c'est un confort, ça nous revient beaucoup moins cher que le générateur qui nous coûtait à peu près 20 à 30 balles de gasoil par jour quand il y avait besoin de le faire tourner en plein hiver. Donc c'est beaucoup plus rentable économiquement. Écologiquement, je pense aussi, parce que 30 litres de gasoil à tirer juste pour faire un peu d'élec, ça faisait beaucoup quand même. Et voilà, j'ai aussi mis une prise directe dans l'atelier sur le compteur pour quand je fais de la soudure. Voilà, comme ça je suis sûr que les appels, les chocs électriques qui représentent la soudure n'iront pas flinguer mon onduleur. Ça va dans le réseau EDF et c'est tant mieux. Donc un peu voilà pour où on en est pour l'électricité. Les évolutions futures au niveau de l'élec, c'est un système de chauffe-eau électrique sur panneau solaire dédié avec onduleur, avec micro-onduleur et un système de bouilleur qui viendront pour le futur. Pour l'instant, nous avons une cuisinière à bois en hiver pour chauffer l'eau, un mini chauffe-eau gaz instantané en appoint et un chauffe-eau électrique pour les périodes de mai à septembre où on est en surplus électrique et on chauffe notre électricité avec ça. Voilà. Je suis en train de voir différents systèmes, différentes idées aussi pour envoyer le surplus automatiquement avec un délesteur. Enfin, j'étudie ça doucement, mais c'est des frais et actuellement on n'a plus aucune thune. Donc les frais on évite. Mais voilà, il y a plusieurs projets autour de ça. Donc ça c'est pour l'électricité. On est plutôt pas mal niveau élec. L'été c'est facile, hein. L'été on s'est retrouvé ici à faire tourner le chauffe-eau, les 3 bétonnières pour chantier cuve à l'extérieur et à pas trembler du tout sur notre consommation d'élec. Donc voilà. Et petite cerise sur le gâteau, puisqu'on ne vous cache rien, en prenant un abonnement électrique on a eu droit à la prime énergie, puisque nous sommes un foyer excessivement modeste, puisque à l'époque nous étions à 500-700 euros par mois. Nous sommes montés un peu récemment, puisque nous vivons maintenant avec 1000 euros par mois pour toute la famille, grâce au salaire de ma femme, Héloïse, qui est chauffeur de bus, donc ça ramène un peu plus de sous. Mais en tout cas à l'époque nous étions très très faibles, toujours aujourd'hui d'ailleurs, et du coup nous avons droit à une prime énergie, et nos dépenses sont tellement moindres en électricité que nos factures d'élec de l'année sont de 0 euros, puisque la prime énergie couvre complètement nos besoins en électricité. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle. Tant mieux, bon, c'est une aide, hein, on va pas cracher sur les aides. On essaye de l'autonomie, ça va aussi avec l'idée de ne pas avoir besoin des aides sociales pour survivre. Ça n'empêche que quand elles existent, on va pas non plus les refuser. C'est pas l'idée. Voilà. Surtout en ce moment qu'on est quand même nous financièrement dans une difficulté des avis du Covid, des avis que moi je ne peux pas exercer mon activité. Mais on y viendra sur la partie peut-être plus de quoi on vit. Voilà, donc ça c'était pour l'électricité. Pour l'eau, super bonne année chantier au niveau de l'eau. Super contente. Comme vous avez pu voir sur d'autres vidéos, notre cuve en béton est finie. Elle est fonctionnelle. La cuve souple qu'on avait a pu être déplacée de là où elle était pour être en haut du terrain, dans la lignée du potager. Et on l'a remplie avec le trop-plein de notre cuve en béton. Donc on va rentrer ces 30 mètres cubes, parce que du coup c'est une cuve souple de 30 mètres cubes, on les rentre en hiver là-haut, vu qu'une cuve souple ne craint pas le gel, bah c'est parfait pour avoir de l'eau en plus pour le potager et les animaux. La cuve béton, elle fait 25 mètres cubes et se remplit, tout fonctionne super bien. Ouais, c'est vraiment top, on est vraiment vraiment content. Ça nous amène du coup à 30 et 25, 55 mètres cubes d'eau de stockage, ce qui nous assure une grande sécurité au niveau de l'eau, chose qui était importante. C'est sûr qu'au début du projet, j'avais énormément, incroyablement sous-estimé le budget d'installation de l'eau. Voilà, en partant sur une cuve souple à 1000 balles, 1500 balles peut-être les 30 mètres cubes, je m'étais dit bon ça va, ça passe. Au final, une cuve souple, c'est pas ouf, ça minéralise pas l'eau, vous avez une eau acide, je commençais moi à avoir des canalisations en cuivre qui commençaient à s'oxyder du fait de l'acidité de cette eau. Même en la minéralisant un petit peu, ça ne vaut pas une cuve béton. Voilà. Et d'ailleurs, grand avertissement, j'ai pris cette cuve, alors là je vais faire un gros kiff, j'ai pris cette cuve chez, que je vous dise pas de conneries, citerne-rennes-eau.fr. N'achetez pas vos cuves là-bas. Non pas que ça soit de la surmerde. Ok, on a reçu nous notre cuve avec des accros, avec la vanne où on vient se brancher qui fuyait. J'ai dû la réparer à la réception. Je l'ai mise en eau avant de me rendre compte qu'il y avait des défauts que j'ai réparés. J'ai donc contacté le service après-vente. Service après-vente qui m'a clairement envoyé chier. Puisqu'en fait, il voulait récupérer la cuve pour vérifier qu'il y avait des défauts.
sans m'envoyer de cuve en remplacement en attendant. Je leur ai dit que c'était pas possible, que nous n'étions plus raccordés à l'eau, et que de ce fait, si je leur envoyais la cuve, j'avais plus d'eau. Du tout. En étant une famille avec un bébé, on avait un bébé d'1 an à cette époque-là, même pas, parce que c'était en septembre, ma femme avait accouché, 3 mois. On avait un bébé de 3 mois à la maison. Il était donc hors de question de se passer d'eau, sans parler des animaux. Et puis merde, c'est de l'eau quoi. Non, vous payez un service, le produit est pourri, on vous renvoie un nouveau produit, et s'ils veulent vérifier, vous envoyez un autre produit. Non, là, il fallait que je l'envoie à ma charge, et ils me remboursaient en plus le déplacement si réellement ils constataient à leur avis que. Voilà, je leur ai envoyé des photos, ils m'ont envoyé chier, et réellement. J'étais de bonne foi, je leur disais voilà, qu'il y ait des défauts sur un produit, ça arrive. Mais voilà, ils n'ont rien voulu entendre. Au final, je profite de cette mini micro groupe de personnes qui peuvent regarder mes vidéos pour en profiter de vous dire n'achetez pas là-bas, ce sont des enfoirés. J'ai pas d'autres mots, je crois que je vais pas dire ça, je pourrais avoir des problèmes. Ils sont pas professionnels, voilà, je retire ce que j'ai dit avant. Ils sont pas professionnels. Bip pour avant, vous mettez dessus et puis ça fera un bip. Ils sont pas professionnels du tout, j'ai trouvé ça pas classe. On m'a bien fait sentir, j'ai le sentiment vraiment que vous êtes qu'un particulier, nous on bosse avec des gros groupes, un particulier pas content, on s'en fout. Voilà, donc citerne-rennes-eau.fr, n'achetez pas là-bas s'il vous plaît, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à leur envoyer un mail en disant ah bon, on m'a dit de pas acheter chez vous parce qu'apparemment vous faites ça pas bien, ça me fera plaisir. Non, réellement, faut les pourrir. J'ai pas du tout. Enfin, moi je me suis retrouvé vraiment en danger avec une des cuves qui fuyait et enfin, je trouve ça juste honteux. Voilà, en tout cas pour l'eau, on est vraiment pas mal. On a dégagé le surpresseur à vessie qu'on avait qui nous a lâché au bout de 2 ans. Parce que surpresseur à vessie, je sais pas comment ça se passe en matériel pro, les grosses, en tout cas pour celles qui font 100 litres, la vessie tient en moyenne 2 ans. On en avait parlé à l'époque où on vivait en bateau, où il y avait des surpresseurs dans les bateaux et que c'était le même problème pour les copains qui avaient ça dans les péniches. Moi j'avais pris ça pour la maison. C'est sûr que quand c'est un surpresseur que vous faites fonctionner de manière comment dire, importante, puisque c'est une citerne qui va servir pour la maison, vous tirez de l'eau souvent dans la maison, bah là, voilà, la vessie en elle-même, qui est jamais que de la chambre à air, hein, finit par se fissurer, craquer, péter assez rapidement, donc c'est un peu de la merde, et en fait, quand vous renseignez, oui, 2 à 5 ans, c'est une durée de vie normale. Bon, c'est pas pérenne, ça coûte cher, la vessie vaut 40 balles pour une citerne à 100 balles, ça c'est juste pas possible. Donc du coup on a fini par trouver un surpresseur sans vessie, on en est très content, la qualité n'a rien à voir et c'est vraiment vraiment plaisant. Donc voilà les choses qu'on a changées par rapport au système d'origine. On a maintenant un surpresseur sans vessie avec les 5 petits filtres qui vont derrière, de 60 microns à 5 microns je crois, ou à 1 micron même, avant de passer ensuite dans le Berkey pour l'eau qu'on boit. Voilà pour l'eau, donc l'eau, zéro problème. Maintenant, tout est en place et c'est plutôt pas mal. Il me reste juste la tranchée pour la canalisation qui relie les 2 cuves pour renvoyer l'eau à finir de creuser. Mais ça va avancer doucement, parce que pour l'instant je tiens un tuyau d'arrosage et que j'ai la flemme de creuser, je commence à en avoir un petit peu marre. Hop, alors ça c'était pour l'eau. Le potager. Alors le potager, je vais pas en parler des masses parce que c'est pas moi qui m'en occupe du tout. C'est Héloïse et Mélodie qui s'en occupent. Moi je fais les transformations et du coup j'aurais pas grand chose à dire. Ce que je pourrais dire c'est qu'on est assez content de notre année, malgré une année tomate catastrophique. L'avantage c'est que l'année d'avant on a eu une année très bonne au niveau des tomates. Donc vu qu'on produit 3 fois plus à chaque fois que ce qu'on a besoin pour pouvoir stocker, faire l'année et en cas d'année mauvaise l'année d'après avoir du stock, on a encore des tomates de l'année d'avant. Donc de 2020. Donc on est plutôt pas mal là-dessus. Les courgettes, ça a été incroyable. Tout ce qui est courge, de toute façon, ça a été assez incroyable. Donc on a du stock. Je pourrais pas évaluer où on en est. Super, on reprend. Bon, il y a eu une petite coupure, plus de batterie dans l'appareil. Et putain, j'ai parlé, je pense, un bon quart d'heure, 20 minutes encore derrière, pour rien. Parce que au final, l'appareil avait coupé. Bon, alors je disais... Juste avant, ça s'est arrêté sur les courses qu'on continue à faire. En fruits et légumes, voilà, on va acheter du maïs, on achète du riz, on achète des agrumes, on achète la semoule. La farine, on va l'acheter au moulin d'Aron à côté. Comme j'ai déjà dit, je crois dans une vidéo, on a une minoterie, un moulin à côté de chez nous qui fait un très bon produit avec du grain local et c'est vraiment vraiment cool à un prix plus qu'à
appréciable, et vu qu'on fait nos pains et nos pâtes et tout ça, on a acheté beaucoup de pâtes cette année parce que j'ai pas forcément eu le temps d'en faire tout le temps, de tout le temps transformer les œufs en pâtes. Et du coup, on a fini par acheter des pâtes indues sur les grosses périodes de chantier et compagnie parce que c'est quand même du temps. Même si on les fait sécher et qu'on les stocke, quand même pas mal de temps, donc on a un peu triché à ce niveau-là. Bon, après, quand je dis tricher, c'est l'expression parce que je m'estime pas obligé de. Enfin, c'est pas, on vit pas l'autonomie comme un sacerdoce, comme une obligation absolue d'être autonome. Voilà. En tout cas, en fruits et légumes, on est vraiment pas mal. Donc, comme je disais, à part cette année, on a été vraiment très très content de faire des bocaux l'année d'avant en quantité, beaucoup de cerises, des poires au sirop, ce genre de choses. Pareil pour les jus de fruits, parce que notre fille consomme du jus de fruits au petit déjeuner le matin. Et du coup, il faut 2 bouteilles en moyenne par semaine, plus les apéros quand on reçoit, etc. Donc on fait aussi beaucoup de sirop d'ailleurs pour les apéros. Sirop de lilas, sirop de glycine, sirop de sureau, sirop de mûre, enfin voilà, à peu près tout ce qu'on trouve aussi en cueillette sauvage, ça c'est assez cool. Mais en tout cas, pour revenir au jus de fruits, très content. On a fait un gros stock l'année où on était blindé en fruits là, en 2020. Parce que 2021 a été une catastrophe pour le fruit chez nous, comme dans beaucoup d'endroits. Donc on a réussi à glaner du raisin, on a fait pas mal de jus de raisin, mais il est pas ouf, il est assez acide. Donc bien content d'avoir des jus d'avant. Donc voilà, fruits, légumes, course. Pour la course, on en est là. Euh, Ensuite, pour le potager, le travail qu'il représente chez nous, en ce moment par exemple, donc c'est Héloïse, hein, comme j'ai déjà dit, ou comme je sais plus, parce que du coup ça a coupé. C'est Héloïse et Mélodie qui s'occupent du potager. Moi j'y mets pas mes pieds, j'ai un petit pouvoir de. Vu que c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais les transformations à la maison, j'ai un pouvoir de dire tiens, j'aimerais bien l'année prochaine qu'il y ait plus de carottes. Voilà, ou plus de patates. D'ailleurs on plante pas de patates aussi, c'est pareil, notre voisin est ch'ti. Donc il va dans le nord très régulièrement et il nous ramène des 150-200 kilos de patates. Cette année on n'a pas fait de patates quoi. C'était ridicule, sachant qu'on avait un approvisionnement. Alors c'est une histoire de thunes aussi, hein, mais à 18 centimes le kilo. Voilà, on n'a pas fait de patates. On a une place qui est très limitée sur le terrain, ça j'en parlerai dans les points négatifs du projet. Mais ça n'a pas été nécessaire, donc on ne l'a pas fait. Voilà, j'en étais où? Oui, sur le potager. Donc en ce moment, par exemple, il y a très peu de travail au potager. Et l'eau a complètement levé le pied l'hiver pour aussi avoir une période de pause. Donc ce qu'elle me disait, puisque je lui ai posé un peu des questions sur ce qu'elle aurait aimé dire, parce qu'elle ne veut pas du tout passer à la caméra, elle ne veut pas du tout qu'on la voit sur YouTube, c'est pas quelque chose qui l'intéresse du tout. Donc du coup, je suis allé glaner des informations pour vous les donner. En tout cas, voilà, pour essayer d'avoir une période un peu de pause, elle a décidé qu'elle levait le pied pour l'hiver, sachant que si elle voulait bosser, elle m'a dit que c'est pas le boulot qui manquerait, elle pourrait y passer des journées. Voilà. En pleine saison, c'est minimum 1 heure à 2 heures par jour, plus des journées complètes, selon les plantations, les récoltes. Et pareil, ça va dépendre des saisons, c'est très dur d'évaluer. Voilà, alors certains vous vendent un potager sans effort, je valide ceux qui vous disent que c'est des grosses conneries. Clairement, voilà, on n'est pas dans une région très dure, on n'habite pas en altitude, on est à 400 mètres, il fait pas excessivement froid, il fait pas assez froid, même l'hiver, il faudrait qu'il gèle chez nous, ce serait pas mal pour d'autres problèmes, on en parlera aussi. On a besoin de 15 jours de gel et on les a pas, donc ça nous apporte d'autres problèmes. En tout cas, voilà, donc ouais, le boulot va dépendre beaucoup des saisons, beaucoup de la météo. Cette année, par exemple, il n'y a pas eu d'arrosage du tout d'arrosage, puisqu'on a eu une année beaucoup trop humide, comme dans toute la France, mais particulièrement chez nous. Et du coup, il n'y a pas eu besoin d'arroser. En 2020, que je dis pas de bêtises, 2020, sécheresse de presque 4-5 mois sans une goutte d'eau, c'était 2 heures d'arrosage par jour. Et alors, tagada de soin, but et compagnie, pas d'arrosage, mon cul, clairement. Il y a un moment, on essaie d'arroser au minimum, on arrose les plantes qui piquent du nez, mais on arrose quand même au bout d'un moment. On ne fait pas un potager pour le plaisir de regarder des plantes pousser. C'est agréable, c'est joli, c'est bien, mais nous c'est pour bouffer réellement. C'est 4 kilos de tomates dans l'été, c'est nul. Il nous faut à peu près 40 à 50 kilos pour tenir, minimum. Donc on a des rendements à tenir, il faut qu'il y ait une rentabilité. Donc ça y va. Donc voilà un peu pour le potager, le taf que les filles font au potager, que ce soit Mélodie
ou Héloïse. Voilà. Ensuite, pour les élevages. Pour parler un peu du taf déjà que ça représente, déjà on va dire ce qu'on a. On a un couple d'oies. On a des canards. Ils sont en reproduction, on en a 5 en couple reproducteur. On a un mâle et 4 cannes. Qu'on fait 8 petits cette année. Les oies n'ont pas fait de petits cette année pour des raisons de doux, gel. Elle a abandonné la ponte. Elle a abandonné l'idée de couver, Maïté, notre oie. Donc Maïté, hein, elle s'appelle. Par contre, elle a pondu des œufs quasiment toute l'année, ce qui est assez exceptionnel. Donc c'était cool, on a eu des oies toute l'année. Par contre, voilà. Après on a une cinquantaine de têtes en volaille, pour une trentaine de poules et de coqs. Et ça tourne à peu près une cinquantaine de têtes en poules. Entre les poules naines qui nous servent à couver, entre les poulets qu'on va passer en cuisine, les poules qu'on ne garde pas. On reviendra sur les poules après, ce qu'on va changer. Et on a notre couple de cochons qui nous avait fait 7-8 petits, 8 je crois. Et on en a troqué, refourgué, et on en a consommé 6 sur l'année. Un qui est mort cet été, d'un arrêt cardiaque, qu'on a achevé très vite pour pouvoir consommer la viande. Et les 5 qu'on a abattus la dernière fois, vous avez pu voir la vidéo. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Ça sera sympa. Voilà pour le nombre d'animaux qu'on a. Les routines, donc ça veut dire le matin, les sortir, ouvrir les différents enclos, l'alimentation, leur faire l'eau et tout, prend à peu près une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, plus 3 heures en moyenne par semaine de nettoyage, des litières, les tables des chèvres, en moyenne, parce que pareil, on va le faire beaucoup moins en été, par exemple, les tables des chèvres, parce qu'il y a eu des périodes où on leur ferme les tables, parce qu'il fait très bon dehors et qu'elles n'ont plus besoin de l'étable. Donc forcément, il n'y a pas à la nettoyer. Voilà, puis il y a des périodes où il y a beaucoup plus de boulot. Pour en revenir bestiole par bestiole et évolution. Donc les oies, comme j'ai dit, pas de petits cette année, pas d'oies, on ne mangera pas d'oies à Noël, tant pis. Les canards, ils ont fait 8 petits, je crois, qui sont dans le congèle, au chaud. Je crois qu'il en reste 4 encore qui sont à grossir. Oui, c'est ça. J'en ai 4 que je tuerai plutôt à la fin de l'hiver, qui sont en train de grossir. Les poules, il s'avère qu'on a fait de la poule de réforme au début. C'est de la connerie. C'est des poules qui arrivent, qui sont usées, qui sont fatiguées, qui sont faibles, qui arrivent avec des maladies. Ensuite, on a fait de la poule qu'on récupérait chez des particuliers, même problème. Et puis des poules disparates, ça vous fait des trolls, des mélanges entre des races qui sont alors des fois très mignonnes, très rigolotes. Mais encore une fois, il y a une notion de production, de productivité dans ce qu'on fait. Et avoir 50 têtes pour 4 œufs ou pour 3 poulets consommables, ce n'est pas possible. Si la production d'œufs ou de viande est inférieure au coût de grains, c'est pas bon. Et ça peut pas non plus être équivalent ou être à peine rentable. Il faut que ça soit réellement. Sinon on change, on arrête, on change de système. Donc on va changer notre basse-cour poule. On va tuer tout le monde. Et on va repartir sur 2 types de poules. Des poules naines qu'elles on va garder qui servent de couveuses. Et on peut identifier facilement les œufs pour éviter de mettre en couveuse ou que ce soit couveuse électrique ou que ce soit couvaison naturelle des poules pas viables, parce que les œufs sont beaucoup plus petits, donc on les identifie tout de suite. Et de la Sussex. On va faire que de la Sussex, alors on a hésité avec d'autres races de poules. Au final, la Sussex c'est une poule qu'on trouve très facilement ici. Donc on va rester sur un produit qu'on trouve localement. Pour des raisons pratiques, de changer le coq régulièrement. Consommage, tout ça. Excusez-moi aussi, j'ai la crève, hein, donc j'ai beaucoup de mal à parler, sans renifler, ce qui n'est pas très classe. Donc excusez-moi pour la voix. Mais voilà, en tout cas pour les poules, on en est là. On va refaire complètement le cheptel poule, parce que c'est pas possible. Les cochons, on garde. On a rentré un nouveau mâle, on va les mettre en reproduction à la fin de l'hiver. On parlera ensuite des habitats que des animaux séparément de cette discussion, c'est un autre sujet. En tout cas dans ma liste, je fais une liste. Donc voilà. Quant aux chèvres, les chèvres on rencontre beaucoup de problèmes. Pour l'instant on n'a aucune rentabilité sur les chèvres. C'est un grave problème. J'ai vécu un moment très difficile jeudi soir dernier où j'ai dû soulager, on va dire. On va utiliser un peu des termes politiquement corrects. Soulager, où j'ai dû tuer une de mes chèvres parce que depuis qu'on l'a récupérée,
Elle est malade. Le moindre parasite la met en PLS. Elle était malade en permanence. Il y a 1 mois et demi, elle s'est retrouvée la tête bloquée dans une palette. Elle s'est fait prendre par le bouc toute la nuit, ce qui était très glauque. On a cru qu'elle était crevée le matin. Elle a réussi à revenir extrêmement faible. Là, elle était malade. On a fait une coprologie, une coproscopie pour voir si elle avait des vers. Il n'y avait pas de vers. Elle était en train de partir, elle était en souffrance, donc j'ai fini par l'achever. Tuer un animal quand c'est pas pour le consommer, quand c'est pour le soulager, c'est très dur parce que vous vous dites j'aurais pu la sauver, vous vous dites il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris, puis vous dites au revoir à l'animal, c'est vraiment différent et je trouve ça assez dur. Il faut savoir que si vous voulez faire de la bête, ça compte dedans. Ça fait partie des choses qu'on doit être capable de faire, même si on ne consomme pas la viande. Des fois, il faut être capable d'achever un animal pour pas qu'il souffre en fait. Voilà, et c'est une chèvre qui nous a coûté 60-70 balles à l'achat, c'est à peu près le prix d'une chèvre, mais qui nous a coûté 300 ou 400 balles de frais vétérinaires sur l'année. Et ça, ce n'est absolument pas possible. C'est pas possible parce qu'il n'y a pas de rentabilité. Si on a des animaux, c'est pour nous nourrir. Si ça nous coûte plus cher d'avoir des animaux que d'aller au magasin, l'autonomie est foirée. Enfin, c'est pas viable économiquement. S'il faut un salaire de ministre pour être autonome, il y a quelque chose qui a foiré quelque part, malgré ce que peuvent penser certains. L'autonomie, c'est aussi en partie se passer de l'argent, au moins dans la production alimentaire. Donc voilà, donc là il nous reste 2 chèvres en élevage correct, on rentre 2 nouvelles chèvres pleines demain, on va les chercher demain. Et on va, donc ça on va pouvoir glisser, transition, tout ça. On va sur du coup les aménagements pour les animaux. Je suis en train de construire. Donc là je vais bientôt avoir fini le concasseur de grains à pédales, que vous allez voir la vidéo sortir après. Voilà, et derrière j'enchaîne avec le chantier bétaillère étable autonome mobile. Tadam! Je pourrais faire un super, pas mal comme titre ça. L'idée c'est d'une bétaillère qui est donc autonome puisque ses propres batteries, son propre parc électrique qu'on déroule à partir de la bétaillère, une bétaillère couverte pour pouvoir servir d'étable qui ferme, où on peut mettre de la paille qui reste, avec un accès pour pouvoir traire, pour pouvoir faire de l'éco-pâturage, car nous avons un gros problème de place, nous n'avons pas assez de place pour les chèvres. Notre terrain est corrompu, nous avons des Haemoncus, si je dis pas de conneries, je crois que c'est comme ça que ça se dit sur le terrain, qui est un ver très actif. Donc on a les traitements, on a tout ce qu'il faut, mais il faut qu'on puisse mettre nos chèvres en pâturage ailleurs. Donc c'est des choses qu'on est en train de négocier, de l'éco-pâturage à droite et à gauche, sachant que c'est pareil, il faut que je puisse y aller en vélo pour faire la traite, parce que si je dois mettre un quart d'heure de bagnole pour aller traire mes chèvres, c'est pareil, c'est pas rentable. Alors je parle beaucoup d'argent, mais ça compte vraiment aussi dans l'autonomie, et surtout dans la nôtre d'autonomie. Voilà, c'est une autonomie à très petit budget. Puis réellement, ça coûte plus cher, c'est idiot. Voilà. Donc voilà où on en est avec les chèvres. On a fait le choix, parce que c'est pareil, au niveau rentabilité, on n'avait pas assez de chèvres. C'est-à-dire que les frais vétérinaires fixes sont à peu près les mêmes pour 2-3 chèvres que pour 6-7 chèvres. Sauf que la rentabilité en matière de production, parce qu'on est quand même 4 à se nourrir du lait de ces chèvres et de leur viande quand on mange les chevreaux, fait que c'était absolument pas rentable d'en avoir peu. Donc c'était soit on arrêtait, voilà, parce qu'il nous faut du terrain, soit on doublait le cheptel. On a fait le choix pour 2022 de doubler le cheptel. C'est un peu la dernière chance. On double le cheptel, on lance la procédure d'éco-pâturage avec, on va faire de la communication autour de chez nous pour dire voilà qu'on a des chèvres, qu'on peut venir entretenir les terrains, qu'on a un système autonome, un truc un peu bobo, des tables mobiles, machin. On voit si ça prend. Si ça prend pas, on arrêtera les chèvres. Parce que le ratio travail, coût financier et apport alimentaire est pas ouf du tout pour l'instant. Voilà. Alors le coup par contre entretien du terrain est monstrueux, elles font un boulot qui est génial, mais dans ce cas là on arrêtera les chèvres et on passera le terrain complet en verger. Et on prendra peut-être des moutons, qui sont moins un problème pour les vergers. Voilà. Pour les chèvres on en est là. Pour les cochons on en est que on va changer leur habitation. Leur habitation actuelle n'est pas géniale. On va passer leur habitation, on va construire des nouveaux habitats là où se trouvait la cuve souple avant. De façon à en fait avoir 4 espaces. Pour l'instant on en a 2 qui nous permettent de séparer mâles et femelles. Le problème c'est qu'en faisant ça, les petits, donc on met les petits mâles avec le mâle reproducteur, les petites femelles avec leur mère,
et qui se montent dessus, hein, bien sûr, qui se entre frères et sœurs. Le souci, c'est que du coup, l'alimentation qu'on donne à ceux qu'on mange et l'éducation qu'on donne à nos reproducteurs qu'on garde n'est normalement pas la même. Parce que on va pas donner par exemple de sucre ou de sel à ceux qu'on garde, parce que ça c'est mauvais, c'est vraiment mauvais pour les cochons, le sucre ou le sel. Par contre, pour ceux qu'on tue, on s'en fout. Enfin, je veux dire, on les tue à 2 ans, entre 1 et 2 ans selon comment ils se développent. Donc, clairement, ils n'ont pas le temps d'avoir des cancers, ils n'ont pas le temps d'avoir des maladies. Hein, clairement. Donc, il faut absolument qu'on puisse les séparer. Donc, on va faire un plus grand espace pour qu'ils aient plus de place, divisable en 4 parties. C'est le chantier qui arrivera après la bétaillère. Et qui est un chantier relativement important. Voilà, sur les cochons, par contre, on est très content. Les oies, ils ont un habitat en dur, comme les poules, et c'est la meilleure idée du monde. Les trucs en bois ou en palette ou que sais-je, c'est de la merde. Le bois, ça attire les maladies, comme c'est pas permis, c'est pas nettoyable. Alors c'est mignon, mais c'est de l'entretien, c'est de la reconstruction régulièrement. Personnellement, je vois l'autonomie comme quelque chose que je vais, dans le temps, et je vais vieillir. J'ai presque 40 ans, je ferai 40 ans l'année prochaine. Les 60, les 70 ça arrive vite. Du fait de mon ancien métier dans le cirque et dans le spectacle, mes articulations sont flinguées. Donc je sais très bien qu'à 60 ans, construire des cabanes en bois toutes les 5 minutes, ça va pas être possible. Courir partout, ça va pas être possible. Donc je prévois une autonomie, les bâtiments, les structures, de façon que ça soit le plus fonctionnel possible et le plus pérenne. Et là, dans le cadre du poulailler ou de l'oiserie, comme on l'appelle à la maison, c'est top parce que un seul problème de parasite, allez, de la chaux vive, un coup de Karcher quoi. C'est vraiment génial. On a changé les perchoirs. Petite ortie, on a écouté ce que tu as dit, ce que tu nous as dit. On a changé les perchoirs, on a mis les perchoirs qui vont bien, légèrement arrondis sur les côtés et compagnie. Et on a pu observer à l'abattage qu'en effet, un perchoir de mauvaise qualité allait jouer dans le développement des poussins et allait créer des malformations. On a pu l'expérimenter par nous-mêmes. Voilà, parce que écouter ce qu'on nous dit ne suffit pas, on préfère expérimenter aussi certaines choses. Et en effet, l'importance du perchoir est primordiale. Mais à coup de pas là-dessus, il y en a qui avaient raison. Et la preuve, on a fini par changer notre système. Mais en tout cas, voilà, du dur, ça change la vie. Je vais sur ce vérifier si l'appareil tourne toujours, de façon à ne pas refaire 20 minutes à parler dans le vent. Donc on reprend. L'appareil tourne toujours. Pour les animaux, je crois qu'on a fait le tour. Quoi dire? Oui, donc du coup, la production de viande, on est bon. On est vraiment bon. Alors je me jette pas des fleurs, quand je dis on est bon, c'est on a ce qu'il nous faut. On a un bon 80% de notre apport en protéines animales. Pour l'instant, en poisson, j'achète toujours du thon et de la sardine. Ce qui est un peu ce qui m'embête beaucoup, parce qu'à la base, je suis pêcheur. J'adore la pêche à la carpe. Et j'adore manger ce poisson aussi. Je sais que les carpistes de compétition vont faire la gueule, mais j'adore bouffer de la carpe. Voilà, je vais dans les endroits où on a droit. Super, donc la caméra avait recoupé. C'est génial. On va y arriver. Hein. Du coup, j'étais à parler du poisson. Du coup, après le poisson, j'avais parlé de la chasse. À dire que, voilà, pour les poissons, donc, je vais pouvoir avoir ma carte de pêche, tout ça. Je crois que j'avais dit ça. Et du coup, pour la suite, c'était l'idée de la chasse, qui a été une grosse idée, parce que l'année dernière, pour mon anniversaire, on a failli m'offrir mon permis de chasse. Le souci, c'est que pour l'instant, je trouvais personne avec qui j'avais envie d'apprendre à chasser, et personne n'a pour l'instant eu envie de m'apprendre à chasser. Donc il y a les deux. En plus de ça, moi j'aimerais apprendre la chasse à l'arc, même si j'ai des connaissances en tir à l'arme balistique, ça n'empêche que je préférerais apprendre la chasse à l'arc. Bon, l'un n'est pas possible sans l'autre, mais voilà, en tout cas ici. Donc pour l'instant ça ne se fait pas, et puis j'ai pas le temps parce que faire partie d'une association de chasse, c'est aussi avoir du temps pour l'entretien, pour la pose de grillage électrique, anti-sanglier, machin et compagnie. Donc c'est beaucoup de temps que je n'ai pas. Donc pour la chasse, c'est pas au sujet pour l'instant, ça le sera sûrement dans un futur assez lointain. Voilà pour les habitats des animaux et les chantiers à faire. Voilà, et de manière générale, pour l'alimentation, on est très bien. On a tout ce qu'il nous faut. On continue à faire quelques courses. On achète, comme j'avais dit, du thon et de la sardine, du maïs, pas mal de conneries, parce que quand vous allez au magasin une fois tous les 2-3 mois, vous avez tendance à vous enflammer pour des conneries que vous n'avez pas l'habitude de voir. Enfin bon.
et du beurre, et enfin voilà, vraiment des trucs de base, mais on est vraiment content. Au niveau protéines animales, on est bien. Au niveau fruits et légumes, on n'est pas trop mal. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je voulais parler du logement. Les travaux sur le logement. Dans les grandes cases, l'escalier n'a pas bougé depuis qu'il a été fait, le filet non plus. On a installé un conduit extérieur pour la cuisinière à bois, avec une trappe qui nous permet d'y accéder et de le ramener par l'extérieur, ce qui me permet de brûler à peu près tout et n'importe quoi dans ma cuisinière à bois, et de la décrasser très facilement et aussi souvent que je veux, sans être obligé de monter sur le toit. En plus, la cuisinière à bois est un complément de chauffage pour la maison, et de l'économie, puisque ça fait 2 mois qu'on n'utilise plus le gaz. Et ce qui est génial, c'est que ça préfère fonctionner avec du tout petit bois. Donc genre les chutes de la taille de nos fruitiers, et c'est superbe, ça monte bien en température. Et j'ai toujours pas utilisé ce que j'ai taillé depuis 2 ans. Donc là, c'est vraiment très très bien. Ensuite, voilà, les gros chantiers sur la maison, on va agrandir la maison pour pouvoir faire des toilettes en lombricompostage, inspiré des vidéos que les ateliers du hameau avaient produit, en essayant de l'incorporer ce coup-ci par contre dans du dur, voilà, parce que j'ai beaucoup aimé ce projet. Donc ça va être fait. On va avoir le toit de la maison qu'on va complètement remanier, donc découvrir, refaire un double chevronnage dessus pour pouvoir rajouter entre 30 et 40 cm d'épaisseur d'isolant en plus de ce qui existe, qui nous amènera à plus de 50 cm d'isolant, ce qui est pour nous excessivement important. Et puis pour remanier, remettre des lithos neufs et puis remonter une toiture propre avec les tuiles, les mêmes tuiles, on va les brosser, on va les reposer. Mais voilà, c'est un gros chantier. Et donc voilà un peu pour les grandes lignes des chantiers à faire sur cette maison. Qui nous reste à faire à l'intérieur. Plus plein de petites finitions, plein de petits trucs. Voilà. Ensuite, je voulais faire un point sur les erreurs, les trucs qu'on regrette, les trucs qu'on n'aurait pas fait pareil si on avait su. La première des erreurs, et qu'on n'aurait peut-être pas fait pareil, c'est le sol de cette maison. Le sol de cette pièce, où quand on a acheté, comme j'ai dit, on n'avait pas du tout de sous, il fallait que ça aille vite. Et en fait, il s'avère qu'il y a une dalle sur une partie de la pièce, et sur l'autre pièce, c'était de la terre crue avec de la tomate. Alors, ce que je vais dire va faire hurler les puristes, mais il fallait que ça aille vite. Donc, on avait vendu le bateau, il fallait le vider, ma femme venait d'accoucher, donc il fallait quand même qu'on ait une cuisine, et on n'avait pas forcément de moyens. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une structure en bois pour mettre en suspension au-dessus un parquet flottant en attendant. Donc là, vu que cet été on va avoir du temps, qu'on a une cuisine extérieure, qu'on va se servir de la cuisine extérieure, on va pouvoir défaire le parquet flottant, défaire la cuisine, et on va pouvoir recouler de dalles pour corriger ça et remettre du carrelage à la place pour une pièce qui est très très utilisée. Ça me semblera beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est un des premiers trucs. Ensuite, qu'est-ce que je vois, la cuve. Autre souci, la cuve. On a posé une cuve souple au départ. Non, au tout début, on avait mis des tonnes à eau. Vu qu'on avait l'habitude de vivre en bateau et en camion avant, on était habitué à avoir des tout petits contenants d'eau. Du coup, on était parti sur 10 tonnes à eau de 1000 litres, donc 10 000 litres de flotte, et qu'on souhaitait enterrer. Alors, première erreur, enterrer des tonnes à eau, c'est une très mauvaise idée, parce que quand vous voulez accéder, parce que ça se dévisse et tout, parce que c'est quand même des visseries plastiques sur des visseries plastiques, vous n'y avez pas accès, premièrement. Et deuxièmement, quand il a fallu les dégager, ça a été une vraie misère. Et deuxièmement, 10 000 litres ne suffisaient absolument pas. Donc les tonnes à eau ont été ensuite recyclées en réserve de plus pour le potager, et puis là, elles vont être recyclées en habitat pour les cochons. Voilà, donc j'aurais préféré dès le début avoir l'idée de la cuve béton, parce que c'est quand même beaucoup plus pérenne et beaucoup plus sécurisant qu'une cuve souple qui peut se déchirer, qui peut... voilà. Donc ça a été une erreur. Je pense que j'aurais dû commencer par ce chantier-là. Après, je ne sais pas s'il y a 2 ans et demi, j'aurais été capable de faire ce chantier-là aussi. C'est qu'on a beaucoup appris en 2 ans et demi. Beaucoup. Voilà, ça c'était un autre truc. Le poêle de masse. Poêle de masse à circulation, là je fais un appel. Si quelqu'un sait, s'il y a des maçons qui savent un peu. Le poêle de masse se fissure. Alors ceux que j'ai fait chez les copains, je les ai fait différemment, il n'y a pas ce problème-là. Mais moi, l'enduit, alors juste l'enduit, il reste étanche et tout, il n'y a pas de problème. Mais l'enduit fissure à un endroit. J'ai rebouché plusieurs fois la fissure, ça ne tient pas. Et donc j'avais fait un enduit chaud au départ, j'ai refait un enduit bâtard ensuite. Il n'y a rien à faire, il fissure toujours au même endroit, toujours de la même manière. Donc si quelqu'un a une idée, je suis preneur. Parce que là, moi, je ne sais plus quoi faire. Donc voilà pour cette erreur-là. Ah, attendez, excusez-moi, 2 petites secondes.
Voilà. La sable climatique aussi, des petites erreurs de conception. J'ai fait des trucs très compliqués pour fixer les vitres. J'aurais mieux fait de faire un coup de défonceuse, faire une petite encoche pour venir poser les vitres sur l'encoche et faire un joint, ça aurait été beaucoup plus simple. Je me suis pris la tête avec un système de réglette, mais je vous montrerai ça à l'occasion. Voilà. Et une autre erreur, c'est la phytoépuration. Notre bac dégraisseur. On a fait un petit bac au début avec un filtre à paille. Le seul problème, c'est que je trouvais que ça faisait un volume énorme de déchets. Le gras plus la paille à mettre au compost, ça faisait encore plus de place. Donc du coup, on a pris une passoire beaucoup plus fine, avec tout petits trous, genre un chinois. Et comment dire. Et du coup, voilà, on a moins à le faire régulièrement, c'est moins de volume, mais ça n'empêche que ça encrasse beaucoup. Vu que nous, derrière le bac dégraisseur, on a une pompe de relevage pour aller à la phyto qui est en haut du terrain, il faut que ça soit clean. Et ça me plaît pas trop. Donc là, on va fabriquer un bac dégraisseur en béton. On va le faire nous-mêmes parce que les bacs dégraisseurs, donc on va faire tout un coffrage machin, parce que les bacs dégraisseurs plastiques valent une fortune. Donc voilà, on va partir là-dessus, ça va être un des chantiers de l'été à venir. Mais si c'était à refaire, je l'aurais fait dès le départ. Et ça m'aurait évité 1 milliard de manips à la con. Et je préfère au final avoir un gros bac dégraisseur. Il y a moins de chances que ça bouche les tuyaux, parce que vous avez plus de place pour décanter. Et vous mettez les mains dans la merde une fois par an, quoi. Parce que là, une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois, c'est trop, ça me saoule. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, ça pue, donc vous mettez la tenue adaptée, les gants qui vont bien, puis vous faites une fois par an, c'est très bien. Donc voilà, pour la phyto et pour un peu les grosses erreurs qu'on a fait, en dehors de celles que je peux raconter, les galères avec les chèvres, ce genre de choses. Un point particulier sur une des grosses erreurs, quand on a acheté la maison. Nous n'avions pas connaissance de la situation immobilière locale. C'est-à-dire que tous les terrains et les bouts de forêt sont verrouillés. Il n'y a rien à acheter et rien d'achetable. Et ça devient pour nous un énorme problème, parce qu'on devient vraiment une micro-ferme, et on a donc des besoins de terrain. Il nous faudrait 1 ou 2 hectares minimum. Minimum 2 hectares, ça serait bien en fait. C'est pas 1 ou 2, c'est 2 hectares minimum, ça serait bien. Le souci, c'est qu'il n'y a rien à vendre. Tout est sous statut de la SAFER. Tout appartient à des agriculteurs, aucune location n'est possible, et pareil pour un bout de forêt pour pouvoir faire de notre bois, ça n'est pas possible du tout. Et c'est tellement un problème pour nous qu'il s'avère qu'on est en train de réfléchir à finir la maison et à vendre. À vendre pour partir ailleurs. Recommencer le même projet ailleurs avec plus de terrain, avec plus de budget, puisque cette maison a quand même pris méchamment en valeur du fait des travaux. Donc pour l'instant, pas de décision prise, on réfléchit, parce que j'ai peur qu'on soit trop limité dans notre besoin en autonomie. J'ai envie de faire encore beaucoup de choses, et on va bientôt arriver à bout. Voilà. Donc cette maison est très bien pour de l'autonomie maraîchage, poule, cochon, mais pour plus, et je commence à penser sérieusement à chèvre, vache, c'est pas assez. Donc voilà, ça a été une grosse erreur de notre part. On n'a pas su, malgré toute la liste de critères, il n'y avait pas cette connaissance-là, et voilà, c'est quelque chose qui va peut-être poser de gros problèmes dans le futur. Voilà. L'association. Je m'explique. À la base, le bazar éphémère, c'était donc ma compagne et moi sur le bateau, nous étions une association de spectacle. C'est un point un peu spécial ça. Hein. Et nous faisions du spectacle itinérant sur le bateau en se déplaçant, puis avant en camion avec une compagnie et tout ça. Donc c'est notre métier. Métier que je ne peux pas réellement faire d'ailleurs depuis près de 2 ans, plus de 2 ans, mais vous savez très bien pourquoi, vous l'imaginez très bien. Voilà. Bref, cette association, quand on est arrivé, qu'on a acheté, on a détruit cette association, on a créé une nouvelle association. Et je vais vous expliquer pourquoi du comment, pourquoi je vous en parle, qui s'appelle le Bazar Rural. Dans le Bazar Rural, il y a 3 pôles. Il y a donc le Bazar éphémère, qui va rester initiation cirque, spectacle, événementiel, trucs dans les écoles, dans les IME, les EHPAD, etc. Ce qui est mon métier, l'enseignement des arts du cirque, et ma passion. À côté de ça, il y a un autre critère qui s'appelle le petit base, qui va être création de jeux en bois et compagnie, parce que j'aime beaucoup travailler le bois et le métal et que je veux en faire quelque chose, et puis qu'il faut bien que je gagne ma vie aussi. Donc voilà, puis que c'est un domaine qui me plaît. Et ensuite, il y a le projet, le domaine de la ferme de biais. Le domaine de la ferme de biais, donc c'est notre lieu, notre écolieu, où on vit donc à 3, avec Mélodie, en yourte, en haut du terrain.
ce qui nous permet de partager le travail. Hein. Je pense que vous commencez à comprendre le pourquoi du comment. Ça permet de partir en week-end malgré le fait qu'on est des animaux, ce genre de choses. Et donc il y a ce projet, il y a la chaîne YouTube, puisque notre but à travers cette chaîne YouTube, c'est quand même d'essayer de motiver, d'essayer de montrer ce qu'on fait, ce qui est possible de faire avec très très peu de moyens. C'est essayer de fédérer une communauté, de faire partie d'une communauté d'autonomistes de tous bords, avec la réflexion de vivre autrement. Voilà, de revenir à des choses simples. Clairement, on n'invente rien. Il y a une phrase que j'entends beaucoup, qui est remettre l'église au milieu du village. C'est exactement ça. On n'invente rien. J'avais trouvé comme expression pour parler des gens qui regardent les vidéos, les néo-pailloux, parce qu'en fait, on refait rien d'autre que de recréer le monde du micro-paysan, de la micro-ferme, du monde paysan d'avant. Donc c'est très drôle, mais on invente, je sais pas, on réinvente la roue, quoi. On se donne des grands airs et compagnie, mais on fait jamais rien que réinventer la roue. Donc il y a cette chaîne YouTube avec ce sujet-là qui rentre dans ce projet-là, et il y a qui dirait, il y a aussi du coup créer le lien, en fait, je sais pas comment dire ça, avec la localité, militer pour la rénovation des maisons autour de chez nous, pour qu'elles sortent de méandres. Donc j'ai commencé des démarches administratives autour de ça, qu'elles sortent de méandres d'héritage et compagnie, pour qu'elles puissent être revendues et retapées par des familles, par des gens qui ont envie de s'installer. Donc ça fait partie d'un des projets aussi. Et un des projets aussi, c'est l'accompagnement. Il s'avère qu'on a pris beaucoup d'expérience dans le domaine de l'autonomie, et qu'il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup, exagéré, hein, on ne peut pas non plus monter une entreprise de conseil avec différentes boîtes, enfin bon, voilà. Mais il y a quelques gens qui nous ont demandé de les accompagner dans la construction d'un pôle de masse, de les accompagner dans la réalisation de leur système solaire. Et moi, ça me prend du temps, et puis c'est du travail, tout travail mérite salaire. Et donc, du coup, dans l'idée, cette partie de l'association met en place des accompagnements. Donc l'idée, c'est pas de faire des stages de merde à 250-300 balles les 2 jours. Ça, c'est hors de question, c'est quelque chose qui me met hors de moi. C'est un des trucs que je vois sur YouTube d'ailleurs, dans des visites de maisons autonomes et compagnie, où les gens ont toujours des formations à vendre pour vous apprendre à comment pédaler sur une machine à pédale. Vraiment, ça me rend fou. Non, l'idée, c'est, vous voulez construire un poêle de masse à la maison par exemple, vous ne vous sentez pas de le faire tout seul. Ensemble, on le design, on le fait. Je viens chez vous, par exemple, et ensemble, on va le construire. Vous le faites avec nous. Et vous faites un don, vous donnez une participation à l'association, ce qui permettra, moi, de me rémunérer en partie, d'acheter du matériel, de faire d'autres chantiers. Donc voilà, il y a ce projet-là aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Le but n'est pas... Je ne veux pas créer une entreprise non plus. C'est vraiment, ça reste dans le cadre de l'association. De toute façon, dans le cadre de cette association, que ce soit l'initiation, le spectacle et compagnie, moi je vais me refaire un emploi de direction et du coup d'artiste quand ça va redémarrer. Et dans le cadre de cet emploi-là, je ferai les accompagnements. Donc voilà, le but c'est pas de me faire des couilles en or sur le dos de gens qui veulent s'y essayer, c'est pas de vendre des tiny house à 70 000 boules, c'est vraiment d'essayer de faire des petits au niveau de l'autonomie. Voilà. En ayant de quoi vivre moi aussi de mon côté, parce qu'il ne faut pas exagérer. Voilà un peu, je voulais présenter l'association, et je voulais la présenter pourquoi, parce que justement il y a des gens qui m'ont posé des questions et ça peut répondre aux questions. Ouais, tu crois que tu pourrais venir à la maison? Oui, dans ce cadre là en fait. Ça donne aussi un cadre au coup de main qu'on donne, ça permet d'être assuré aussi pour ça. Et il y a autre chose, c'est que du coup, vu que le domaine de la ferme de biais et la page et la chaîne YouTube du Bazar Rural, au final, notre association, du coup il est possible que des vidéos passent avec des contenus qui n'ont rien à voir avec l'autonomie, mais qui ont complètement à voir avec les arts du cirque, ou des événements qu'on va réaliser. Donc voilà, ne soyez pas surpris si ça arrive, c'est normal, ça rentre dans le cadre du projet global Bazar Rural. Et donc voilà, je voulais finir là-dessus, sur cette petite explication, sur voir un peu ce qu'on voulait faire. J'espère qu'on a répondu à des questions sur ce petit bilan. Pour l'instant, nous, on est très fatigués par ces 2 ans et demi d'autonomie. C'est un boulot de dingue. C'est très éreintant physiquement, mentalement, émotionnellement. Pour l'énergie du couple, c'est beaucoup de fatigue.
C'est très risqué pour les couples. Si vous avez un couple un peu boiteux, c'est comme ceux qui veulent faire un enfant pour sauver le couple. Pareil, vous ne mettez pas en autonomie pour sauver le couple, ça ne marchera pas. Voilà, en tout cas, nous, on est quand même très heureux. On est même très très heureux de ce projet. Pour l'instant, on estime assez réussi. Et voilà. Et pour le futur, voir si on revend, si on continue, si... Ça sera à voir. Ça sera à voir. Voilà, c'était notre petit bilan des 2 ans et demi. Bon chantier et bon projet à vous. Salut. Je suis en train de finir le montage de cette vidéo et il y a 2-3 trucs que je voulais rajouter. Premièrement, je suis vraiment content que vous nous suiviez dans cette aventure. Je suis vraiment content de cette aventure. Tout se déroule mieux que ce qu'on aurait pu imaginer quand on a démarré. Voilà. Pensez à vous abonner puisqu'on est une toute petite chaîne et que si vous ne vous abonnez pas, je pense pas qu'on soit visible. Donc vous ne pourrez pas suivre nos vidéos. Voilà. Et autre dernière petite chose. Vraiment désolé, j'étais malade lorsque j'ai tourné cette vidéo, donc il y a vachement de reniflements. Bah c'est cadeau. Voilà, pour ceux qui écoutent en casque, vous m'avez entendu vous renifler dans les oreilles. Voilà, et je vous laisse avec quelques images en drone. Salut et Néopayou.